Salutations à tous et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon top et de mon flop annuel. Je suis en mode ultra méga speed parce que j'ai déjà fait une première version de la vidéo qui durait à peu près 39 minutes quasiment, c'était beaucoup trop long parce que je m'étendais beaucoup trop et je viens de voir un film que je me dis mais bordel de merde, il fallait que je le mette dans mon top annuel, c'est pas possible autrement parce que déjà en 2017 j'ai vu 96 films sortis en 2017. Au total, j'en ai vu un peu plus de 150 sortis en 2017, mais 96 films sortis en 2017 que j'ai vus en 2017. Sur un total de 230 films, alors que par contre, en 2018, j'ai seulement vu à peu près 90 films, dont 41 films sortis en 2018 que j'ai vus en 2018. Non, pas que j'ai vu en 2018, mais que d'ici à cette vidéo-là, parce que j'en ai rattrapé plein ces dernières semaines. Sachant qu'en 2017, sur les 96 films, pour faire mon top et mon flop 10, c'était beaucoup plus facile parce que il y avait eu 15 films à 4 étoiles ou plus, contre à peine 6 ici, mais je sais même passer à 7, donc c'est pour ça que je speed. Alors que dans 2017 aussi, sur les 96 films, 36 films, je leur ai mis entre 1 étoile et demie et 0,5. Donc enfin 36 films à 1 étoile et demie ou moins, et à peine 6 ici, donc c'est pour ça que le flop qui va avoir un peu moins d'importance. Mais donc Jean-Michel Pelletan, on est parti. Donc j'en mettrai que 8 dans mon flop, parce qu'en fait il n'y a que 8 films où j'ai pas mis la moyenne. Je sais c'est très peu, mais en même temps, j'avais pas envie de me forcer à voir de la merde, et j'avais pas l'abonnement, et j'ai pas de cinéma juste à côté de moi, donc j'ai beaucoup moins de raisons d'aller au cinéma voir de la merde. C'est... voilà, tout simplement. Donc en numéro 8, j'ai pas spécialement envie de taper dessus, The Predator, parce que ça pouvait être un excellent divertissement, et Olivia Munn est ultra magnifique, ultra badass. Sauf que ça n'a aucun sens parce que c'est un professeur ultra lambda d'un endroit ultra bidon, mais pourtant ils disent que c'est une scientifique de renommée internationale, ça n'a aucun sens, pourquoi elle est dans cet établissement-là, et pourquoi surtout est-ce qu'elle a un entraînement militaire supérieur à des militaires, ça n'a aucun sens. Et comment elle peut attraper un engin volant à plusieurs centaines de kilomètres/heure à pied, non, ça ne marche pas, ce prédateur est complètement foiré. Mais ça aurait pu être bien, mais bon, voilà, reshoot, machin, bidule, on s'en fout, ce film n'a aucune importance, de même que Rampager Control, qui est dans un jeu vidéo, voilà, bon, gros délire, blockbuster, machin. Enfin, les deux, de toute façon, c'est aux F de mon flop, parce que, bon, c'est pas grave. Parce que Rampage, ça aurait pu être vraiment pas mal, Sauf que, ça part, non, ça n'a aucun sens, le scénario n'a aucun sens. Graphiquement, ok, voilà, ça fait boum boum, mais non, OSEF complet, c'est dégueulasse, et ça fait du Chuck Norris fax en permanence sur Dwayne Johnson. C'est drôle, c'était bourré, mais non merci. Donc, les 6 films vraiment dégueulasses que j'avais envie de cracher dessus violemment. Salutations Anaïs. Le secret de Marrowbone, que tu m'as fortement conseillé et que j'ai fortement envie de cracher dessus. Parce qu'on se fait chier, on se fait foutrement chier dessus. C'est beaucoup trop long, ça essaie d'installer une ambiance machin, bon. C'est malhonnête parce que ça se voit un peu comme fantastique machin, sauf qu'en fait c'est juste mal fait, c'est pas cohérent, la réalisation est nulle, il y a beaucoup de scènes où on ne voit rien, on ne comprend pas ce qu'on voit parce que c'est beaucoup trop sombre, c'est mal fait, sans déconner, c'est très mal fait. En parlant de méga mal fait, numéro 5, un raccourci dans le temps, qui est aussi un raccourci dans le scénario, où on prend 4 livres, je les ai pas lus, mais ils ont eu un certain succès, donc ça m'étonnerait qu'ils soient complètement dégueulasses, les livres. Alors le film, en plus, il y avait un casting super pas mal, il y avait quand même Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine, mais surtout, il y avait Levi Miller. Levi Miller qu'on disait qu'il allait avoir une bonne carrière, parce que Pense avait l'air prometteur et tout, mais pareil, c'était un blockbuster complètement dégueulasse, avec des effets spéciaux ultra criards, et complètement vide, aseptisé. Un raccourci dans le temps, c'est pareil. Bon, il y avait des potentiels, un peu comme Tomorrowland, c'est un gros blockbuster de Disney, qui se voulait un peu moralisateur, machin. Et une morale intéressante, attention, je ne dis pas le contraire. Ça aurait pu être vraiment pas mal, mais ça ne l'est pas. Au final, donc, non merci. Numéro 4, un solo Star Wars Story, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus, honnêtement. Avec des reshoots pareils, des réécritures, machin, ça... Au final, on accouche d'un truc hybride qui ne ressemble plus à grand chose, qui n'a plus grand intérêt, les acteurs n'y croyaient pas spécialement non plus, enfin, ils s'en pas investis une seule seconde. Donc voilà, Solo, non. Il y en a que ça m'a diverti, mais j'ai beaucoup trop... Moi, je suis beaucoup trop difficile pour me contenter d'un divertissement aussi médiocre. Et médiocre, pas au sens littéral du terme, où ça veut dire moyen, mais médiocre au sens que les gens ne savent pas dire ce que ça veut dire, ce mot. Et on tendance à dire que médiocre c'est mauvais, et j'ai tendance à être pareil. Un parent de pareil, mais pas pareil, parce que non, pas du tout. Numéro 3, The Cloverfield Paradox. Qui n'a rien à voir avec les Cloverfield dans le sens où le premier, voilà, c'était vachement sympa.
Bon concept, ça te permettait de faire un truc vachement impressionnant qui avait de la gueule, où on se sentait vachement impliqué dans l'invasion alien. Et 10 Cloverfield Lane, bon voilà, mais il y avait des intérêts quand même. Enfin, c'était un huis clos qui aurait pu avoir un bien meilleur potentiel si le raccourci avec Cloverfield n'était pas aussi grossier et foiré. Foiré quand on un peu quand même, s'il faut le dire. Mais bon, il aurait pu y avoir mieux. Donc Cloverfield Paradox, c'est énorme casting, des visuels qui auraient pu, mais pas spécialement. Et surtout un film qui n'a aucun sens au niveau du scénario. C'est débile, les acteurs jouent très mal, alors que pourtant normalement il n'y a aucune raison, c'est quand même Guillaume Patambro, Debicki, Daniel Brühl, non aucun, pourquoi, non il devrait être très bon, mais bon bah là non, comme Les Tuches 3 numéro 2, voilà, bon, je suis allé le voir parce que ils nous vendaient du rêve, ils nous vendaient Les Tuches à l'Elysée, ça aurait pu être très drôle. On avait Jean-Pierre Pernaut dans la bande-annonce, ouais, le meilleur présentateur JT ever. Donc, dans l'absolu, pourquoi pas, ça aurait pu, mais dans l'état, c'est pas drôle, il y a plein de passages malaisants. C'est fait à l'arrache, alors je m'en bats les steaks, voilà. Mais c'est vraiment exceptionnellement bon comparé au numéro 1 de mon flop, parce que là... Ça m'a fait rire l'idée sur l'affiche. Il était grand temps de passer à la 5e. Et ben le levier de vitesse, tu te le fous dans le cul bien profond, s'il te plaît. Taxi 5. Taxi 5 d'une saga qui était morte d'emblée, qui était en putréfaction depuis un sacré nombre d'épisodes. Alors pourquoi aller faire de la nécrophilie pareil? S'il vous plaît, laissez les morts en paix, laissez les morts en paix. Et surtout, c'est pour faire ça. Déjà, c'est pas intéressant. Par exemple, Overdrive avec Scott Eastwood le faisait 10 milliards de fois mieux. Des courses de voitures et machin bidule. Là, aucune des sous-intrigues n'est intéressante. Tous les personnages sont ratés du début à la fin. Au niveau humour, c'est dégueulasse. C'est du en dessous de la ceinture, mais à côté de ça, les Américains de leurs comédies les plus trash, ils sont sobres. Donc voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire du flop. Parce que déjà... si vous me parlez de Ala 2 et compagnie, ok, évidemment c'est de la merde, mais vous croyez vraiment que j'avais envie de voir ça? Taxi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait du potentiel, pareil pour les Tuches, mais c'était assez mal exploité. Et je me suis dit, la bande-annonce des Tuches 3, ça me donnait envie, Taxi 5, dans l'absolu, on peut faire des bons films avec ce concept, mais pas du tout. Pas du tout, et j'aurais dû m'en douter quand même, parce que Pattaya, c'était bien de la merde. Mais donc, voilà. Le top, c'est bien mieux. Le top, voilà, un peu décompressé. Décompressé comme devant un bon Bumblebee, que je ne mets pas dans mon top 10, mais que j'ai failli parce que Alice Stanfield n'est pas forcément une bombasse ultime, mais elle avait un charme fou dans ce film. Et j'avoue, elle m'a bien plu. Chasseuse de géants, j'avais trouvé ça vachement bien il y a 2 secondes. Ici, mon ancienne vidéo du top flop 2018. Chasseuse de géants était numéro 10, mais finalement non. Parce que du coup, j'ai décalé pour ajouter un 6e qui méritait d'être là. Donc, place du coup au numéro 10, qui est par défaut Annihilation. Un film de science-fiction de Alex Garland qui me bottait vachement. Et finalement, j'espérais qu'il soit beaucoup plus haut dans le classement, évidemment. Mais donc la fin est vraiment excellente. Je vous invite à lire la critique que j'ai écrite dessus. Déjà pour un peu expliquer la fin. Parce qu'elle n'est pas ouverte, pas du tout. C'est comme Inception, faux. C'est quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en cinéma et qui ne sait pas décoder les différents messages qu'on peut y voir, pense que c'est ouvert, mais ça ne l'est pas. Donc je vous invite à voir ma critique que j'ai fait dessus. Le film donc il est pas mal, mais n'est pas exceptionnel, et je regrette de l'avoir mis dans mon top, mais bon, j'en ai pas vu tant que ça des bons films cette année. Pas très bonne cuvée, du coup, parce que en fait c'est un peu putassier. Ça n'assume pas la science-fiction totale, et ça oblige un peu pour se faire racoleur de rajouter par-dessus une couche de horrifique survival qui ne marche pas très bien, contrairement à dans le numéro 9, Bird Box, qui là est beaucoup plus maîtrisé, je trouve. Pas forcément, enfin si, même en termes de réalisation, je suis désolé, mais Bird Box c'était mieux réalisé que Annihilation. Parce qu'il y a des trucs pas mal visuellement d'Annihilation, mais non, Bird Box j'ai préféré. Et voilà, c'est bon film du genre, mais j'ai pas envie de m'étendre tellement dessus parce que j'avais même pas envie de le mettre dans mon top. Donc voilà, comme A Star is Born,
Pas spécialement que je l'ai apprécié outre mesure, si ce n'est que vraiment A Shallow, c'était très très bon. J'ai trouvé les performances de Lady Gaga et de Bradley Cooper vraiment exceptionnelles. Leurs nominations ne sont pas surfaites, sont amplement méritées. Bon voilà, déjà à la fin j'étais pas ultra fan. Mais en plus de ça, j'ai trouvé que même si les chansons de Jackson Maine étaient pas mal, celle de Ali, c'était raté. C'était franchement raté. C'est même pas forcément que personnel. C'est que je trouve qu'au niveau de la mélodie, il n'y a pas grand chose. Et qu'au niveau des paroles, c'est assez affligeant. C'est du sous-pop rock. Vraiment très facile, très putassier. Star is Born. Oui, c'est un très bon film, très bien fait. Des bonnes performances. Même la réalisation de Bradley Cooper pour son premier film, c'est impressionnant. Donc oui, mais bon, je ne veux pas m'étendre à autre mesure dessus. Numéro 7, The Man from Earth, Holocene, la suite d'un des meilleurs films de l'histoire. Donc forcément que ça pouvait pas être mauvais. Beaucoup ont été déçus. Les notes sont pas ouf sur les sites de critiques. Mais personnellement, le film m'a beaucoup plu parce que c'est toujours des thèmes qui m'interpellent énormément. Je trouve le concept génial. Il y a toujours un charisme de fou pour l'acteur principal. Les scènes où donc il est professeur d'université, où il est devant son public, je trouve que ça marche très très bien. Je trouve que la jeune actrice qui est un peu amoureuse de lui, il y a une relation élève-professeur très intéressante et je trouve que son interprétation à fleur de peau fait que son personnage est très intéressant. Et là, ce qui est vraiment excellent dans ce film, au niveau de sa conception, c'est que c'est un projet participatif. The Man from Earth a réussi à se faire connaître grâce au téléchargement illégal. Donc on a beau cracher sur le piratage et compagnie. The Man from Earth a réussi à se faire connaître grâce au téléchargement illégal. Et c'est grâce à ça que The Man from Earth Holocene a vu le jour. Parce que du coup ça a créé un public autour de ce premier film. Et du coup ils ont eux-mêmes décidé de mettre sur les sites de torrent et compagnie le film. Pour que vous pouvez aller le voir directement sur les sites de streaming et compagnie. Le film est disponible en téléchargement, c'est fait pour. Et si vous voulez aider à la conception des prochains films, parce que potentiellement, donc si le financement participatif marche bien, que les donations marchent bien, il pourrait y avoir d'autres films derrière, ou même une série. Et je trouve que le concept marcherait tellement bien. Donc je vous invite à regarder ce film, faire votre propre opinion. Et si jamais vous êtes comme moi, à trouver le concept fascinant et à vouloir en voir plus de ça avec cet acteur qui est exceptionnel, je vous invite à aller faire une petite donation sur le site. Numéro 6, que j'ai vu il y a même pas une heure, que j'ai fini de voir il y a même pas une heure, c'est Death Wish de Eli Roth. Alors je suis étonné parce que le film est un remake d'un film que j'avais pas aimé. Franchement, je l'avais pas aimé, le film original, on va pas se mentir. J'ai trouvé ça prétentieux, lent, mou, et même au niveau de la morale, ça marchait moins bien. Ce remake est excellent, et encore une fois, les Razzie Awards, c'est pour moi la pire cérémonie de toute l'histoire des cérémonies. Au début, ça faisait marrer, il y a bien des années, mais ça fait une bonne décennie que c'est devenu... Mais c'est... Non, ça... Je trouve même pas de mots pour dire à quel point c'est une bande d'enculés qui mériterait de se faire sodomiser au verre pilé. Voilà. Parce que ils tapent sur des films, mais sans même se renseigner une seule seconde, parce que Death Wish est vraiment un excellent film. C'est une bien meilleure suite à Un Incassable que Glass, dans le sens où je vous invite à lire ma critique de Glass détaillée, parce que ça reste quand même quelque chose de... Enfin, le film est extrêmement bien réalisé, il y a des choses excellentes dans ce film, et c'est pour ça que ça me met autant mal à l'aise d'avoir une fin aussi mauvaise, qui ne sait pas gérer ses enjeux et qui arrive comme un cheveu sur la soupe avec sa révélation finale. Non. Et je vous invite aussi à voir la vidéo de Captain Popcorn sur le sujet, qui est extrêmement bien faite aussi. Mais donc, Death Wish, j'ai trouvé que c'était très très intéressant, que ça pose des problèmes sur la société actuelle, sur le surarmement aux États-Unis. Et j'ai trouvé Bruce Willis extrêmement bon dans son rôle. Honnêtement, il était très très bon. J'ai trouvé le film très bien réalisé, en termes de rythme, de montage, c'était bien bien fait. Ça m'a fait extrêmement du plaisir. Ça m'a beaucoup fait penser à Que Justice soit faite, avec Jared Butler, dans le sens où c'est un père de famille à qui il est arrivé un malheur, et qui décide de rendre justice lui-même.
Et c'est très très bien fait. Ça fait plaisir et dans notre monde où on a tendance à perdre ses repères, avoir quelqu'un qui a une telle envie de remettre la morale sur le droit chemin, de pointer du doigt aussi sur le problème de l'armement aux États-Unis et compagnie. C'est pour ça que j'avais envie de mettre Death Wish en 6ème position de mon top. En numéro 5, Black Klansman, sur le Ku Klux Klan. Un film extrêmement intéressant et très bien fait, qui, contrairement à ce qu'il y a eu des problèmes de communication dessus, parce qu'on croyait à un moment, si on faisait pas trop gaffe, que c'était un noir qui avait infiltré le Ku Klux Klan, ce qui n'a aucun sens, parce que ils auraient vu qu'il était noir, et donc du coup ils auraient eu envie de le buter, comme cette bande de dégénérés consanguins alcoolisés H24, mais qui vivent dans une misère noire. Et c'est pour ça que le film est si bien fait, donc déjà parce que la réalisation est excellente, les acteurs sont au top, mais c'est surtout au niveau de son propos que le film est très intéressant, parce que déjà il y a beaucoup de choses qui font écho à la situation actuelle, et ce que je trouve excellent, c'est qu'à chaque fois il contrebalance, c'est jamais tout blanc ou tout noir au niveau de la morale, c'est très nuancé, et par exemple le Ku Klux Klan il le contrebalance avec déjà le fait que tout le monde n'est pas, il n'y a pas que des tarés, il y a aussi des gens plus ou moins intelligents mais qui sont mal orientés par des problèmes de misère ou de pression sociale. Et il met ça aussi en exergue par rapport au Black Panther, ce mouvement qui partait lui aussi, enfin non, au contraire du Ku Klux Klan qui part sur de mauvaises intentions. Les Black Panther partaient sur de bonnes intentions, mais qui aussi pouvaient avoir des mauvaises actions avec des problèmes de terrorisme. Donc c'est pour ça que, aussi pareil sur la police, des grosses dérives, mais à côté de ça, si le héros de l'histoire déjà est devenu policier, c'est grâce à une volonté d'ouverture, et on sent que dans la hiérarchie il y a vraiment beaucoup de bonne volonté, et c'est pour ça que je trouve que ce film est excellent, tant en termes artistiques que de ses propos, de son scénario, et j'ai trouvé ça vraiment excellent, je vous invite largement à le voir. Numéro 4, je sais que ça va faire un peu jaser parce qu'au niveau de la critique, il s'est beaucoup tapé dessus. Pour de bonnes raisons, dans le sens où, donc il y a numéro 4, Bohemian Rhapsody, que non seulement c'est pas mal mensonger dans ses propos, c'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire, c'est un biopic qui ne raconte pas vraiment l'histoire telle qu'elle a été, qui ment sur pas mal de choses et que du coup le film n'est pas très honnête, et se sert de ces mensonges pour faire un film plus intéressant que ce que l'histoire ne devrait être, ou du moins plus cinématographique, et bon voilà, c'est... Mais moi, comme je choisissais pas l'histoire, et que du coup ça m'a fait découvrir le groupe Queen, et qu'il y avait quand même des trucs très intéressants dans la réalisation, et que Rami Malek a fait un boulot dingue, je sais pas s'il est spécialement en termes de jeu, mais en tout cas physiquement il est ressemblant, et en termes de jeu j'ai trouvé ça assez intéressant ce qu'il proposait. Mais donc j'ai trouvé que le film était une claque de bout en bout, et qu'il était fascinant à découvrir cette histoire. Fausse ou non, la question n'est pas là, pour moi je le juge en tant que film. On a qu'à dire que je l'ai jugé en tant que film de fiction et pas en tant que biopic. Et j'ai trouvé tout le dernier acte sur le Live Aid génialissime. J'ai trouvé que le choix des musiques collait tellement bien, que ça avait un sens tellement profond, que voilà, et il y a si peu de films, comme par exemple les Sherlock Holmes, des films qui arrivent à trouver ce qu'on appelle l'instant magique. Cet instant où on se dit, voilà, le film se devait de terminer comme ça. Parce que voilà, on sent pas qu'il y ait genre une scène en trop ou qu'il manquait quelque chose, non, voilà. Ça termine parfaitement bien. Et je dis 1000 fois bravo. Numéro 3, Avengers Infinity War, parce que ça fait une décennie qu'on attendait ce film, parce qu'ils ont tellement bien traité le personnage de Thanos, qu'au niveau des effets spéciaux, c'est le réel absolu, que voilà, c'est notre récompense pour avoir suivi tous ces films, qui étaient globalement tous bons, à un certain niveau, avec quelques cuvées plus ou moins bonnes, mais globalement tous valaient à peu près parce qu'il y a une certaine uniformisation. Mais donc là c'est vraiment l'éclatement, c'est la récompense, la grosse purge, on se fait plaisir. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était un accomplissement et j'attends énormément Avengers Endgame. Numéro 2, parce que les effets spéciaux c'est bien, mais les effets réels sont mieux. Mission Impossible à Fallout. J'étais sur le cul. J'étais sur le cul parce que Mission Impossible, j'ai pas spécialement adhéré. J'ai trouvé le premier film très intéressant en termes de scénario. J'ai trouvé le deuxième que c'était une purge d'action très très drôle. J'ai trouvé que le troisième avait un potentiel énorme mais complètement gâché dans un second acte
mauvais. J'ai trouvé le quatrième très divertissant, plus homogène, mieux maîtrisé. J'ai trouvé le cinquième un peu long. Mais alors ce sixième opus, c'est un condensé de tout ce que la saga a pu proposer de mieux en termes d'action, en termes de scénario, en termes de jeu. C'était vraiment le Mission Impossible ultime, avec des cascades mais bluffantes. Parce qu'on est lassé à force de ces gros blockbusters avec des fonds verts et tout. Là, c'est en dur, c'est voilà, c'est il y va au casse-pipe, il les fait lui-même ses actions, il se pète la cheville. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est des acteurs investis, des trucs qui impressionnent et qu'on sait que c'est vrai. Et du coup, on a beaucoup plus la capacité à y croire, à se plonger dans ce film. Et c'est pour ça que je voulais autant le valoriser, le mettre en numéro 2 de mon position du top annuel. Place maintenant numéro 1, Searching, Portée disparue. Parce que ce film m'a fait un bien fou. Ce film m'a fait un bien fou parce que son scénario est exceptionnel. Son scénario, j'y ai cru de bout en bout. Je me suis fait avoir totalement. J'étais le pigeon ultime. J'ai suivi toutes les pistes. En mode, oui, c'est ça, mais forcément. Et puis je me suis fait avoir par toutes les fausses pistes. Et j'ai pas vu tous les indices. Et à la fin, je me suis rendu compte que rien n'était laissé au hasard. Rien, tout servait. Tout servait et ça se recollait. Et le film est extrêmement intéressant à suivre, déjà parce que la performance du héros est extraordinaire, mais qu'en plus le film est extrêmement bien fait et part d'un principe intéressant qui a été complètement gâché dans Unfriended, où on suivait juste un écran d'ordinateur, point barre, et il se passait pas grand chose, et puis de toute façon le scénario était mauvais, donc c'était ça aussi le problème. Mais donc là déjà ça bouge beaucoup, dans le sens où on switch entre l'ordinateur où il peut se passer pas mal de choses, c'est de la recherche assez intensive, parce que donc il y a la fille du héros qui a disparu et il faut la retrouver, parce qu'on ne sait pas si elle est morte ou quoi, et à chaque minute compte pour la retrouver, surtout si elle doit être encore en vie, pour essayer de la sauver. Et donc c'est assez effréné la recherche, ça va à 200 à l'heure, et donc il se passe plein de choses sur l'ordinateur, et c'est extrêmement bien fait. On a la vitesse pour taper, le mouvement du curseur qui font passer tellement de messages, c'est ouf. Et déjà les interfaces sont tellement bien faites, il y a un boulot monstre d'archivisme, enfin pas d'archivisme, mais donc enfin ceux qui bossent là-dessus. C'est tellement bien fait, et on switch entre l'écran de PC, l'écran de télévision, le téléphone, et il y a tellement d'applications à faire et machin. Et on se rend compte que les réseaux sociaux, les façons de communiquer, de partager du contenu et tout ça, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de pistes à explorer, et on se dit que forcément la police ne peut pas chercher tous les trucs. Et du coup, un père autant investi, qui réfléchit à tellement de possibilités, et qui connaît tellement bien sa fille. En fait, non, mais voilà. J'ai trouvé que le film allait tellement loin dans sa démarche, la maîtrisait tellement bien. En termes de suspense, c'est tellement réussi. Le scénario, c'était une claque, comme j'en ai pas vu depuis une décennie entière en termes de scénario, de thriller comme ça. Ça m'a fait un bien fou, et je dis 1000 fois merci pour un film pareil. C'est amplement mérité sa première place du top. Et peut-être, c'est sûr qu'il ne fera pas l'unanimité. C'est sûr qu'il y a des films comme The Man from Earth Hussein qui se sont fait un peu démonter parce que les gens, voilà, ils ont trouvé que c'était un peu facile, que ça développait pas tellement plus le débat. Mais il me fait du bien ce débat. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Et puis, voilà. De toute façon, c'est mon top et même c'est même pas forcément en raccord avec les notes que je lui mets, mais ça va être le ressenti que j'ai eu, parce que c'est pas forcément parce que je reconnais ces qualités à un film que c'est pour autant que je les aime, ces qualités-là. Par exemple, les qualités de A Star is Born sont largement supérieures à un film comme Death Wish. Mais je l'ai tellement préféré, Death Wish. Il m'a fait un bien fou. Donc voilà pour mon top et flop annuel. Alors oui, j'ai vu moins de films cette année. Enfin, du coup, en année 2018. En 2019, j'en verrai beaucoup plus, je pense, parce qu'il y a beaucoup de films qui m'intéressent énormément. Il y aura probablement des sacrément mauvaises surprises, des douches froides à la Solo ou un raccourci dans le temps. Ou peut-être Alpha, que je rattraperai peut-être un jour, mais il s'est fait tellement démonter que j'ai peur que ce soit pas du coup le film que j'espérais. J'espérais un Cro-Blanc un peu plus amitié, voilà, encore plus poussé, et puis apparemment non, c'est ultra bidon, ultra bancal, ultra plat, aseptisé. Mais j'attends de me faire ma propre opinion quand même, hein. On sait jamais. Il y a des films qui m'ont déçu dans le sens où c'était du blockbuster un peu trop calibré, qui m'a pas spécialement parlé, comme Black Panther et Ready Player One.
Mais bon, voilà, j'en veux pas aux personnes qui les aiment, hein, à chacun son cinéma. Si effectivement il y a des films que j'ai pas vus, que vous pensez que. Pas les flops, hein, non, mais à la 2, j'ai pas envie de me le taper, faut pas déconner. Mais si vous pensez qu'il y a un film très bon que j'ai raté, que je me dois de voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis, vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, et surtout mon site internet, où vous pourrez voir les critiques détaillées de tous les films que je viens de dire. Et à bientôt les gens!